Mesdames et messieurs, bienvenue sur la télé-école, la chaîne 100% éducative. Vous êtes sur le plateau de Science Tech, qui est l'émission qui aborde tous les sujets scientifiques et technologiques. Aujourd'hui, nous parlons de civilisation numérique, médias sociaux et smartphones. Et pour pouvoir développer cette thématique très intéressante et actuelle, je reçois Monsieur Alpha Ibrahima Sow. Bonjour monsieur. Bonjour Madame Felouia. Vous allez bien? Ça va, alhamdulillah. Merci d'avoir accepté l'invitation de la télé-école. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir aujourd'hui. C'est à moi de vous remercier. Ok. Donc, pour présenter Monsieur Ibrahima Sow, il est manager de la structure Defarsi, développeur web mobile depuis 10 ans. Donc, on voit bien que c'est un expert dans le domaine du mobile et tout ça, du code aussi. Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet. On parle aujourd'hui de médias sociaux et de smartphones. Comment l'essor des médias sociaux a-t-il affecté notre sentiment de communauté et d'appartenance aujourd'hui? Donc, c'est une très bonne question. Et pour vous expliquer ça, je vais vous donner un exemple. Imaginez-vous dans un village où vous avez accès qu'aux personnes très proches de vous. Et puis, à un moment, il y a une explosion. Et puis, d'un coup, vous avez accès à tout le monde. Des gens plus loin de votre village, des gens qui sont aujourd'hui, disons, à Kazakhstan, selon aussi, en plus, selon l'intérêt. Aujourd'hui, les médias, c'est ce que fait les médias sociaux. Aujourd'hui, vous avez accès à des gens qui sont très loin de vous, côté distance physique, et aussi, vous pouvez fréquenter les gens par intérêt. Vous êtes journaliste, vous pouvez rencontrer des journalistes qui sont aux États-Unis, par exemple, au Canada, et vous êtes au Sénégal. Donc, c'est une importance, c'est un avantage des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, je vous donne un exemple, il y a des gens aussi qui apprennent sur Internet. Moi, personnellement, j'ai appris énormément de choses sur Internet à travers des gens qui sont à l'étranger. Tu apprends sur YouTube, par exemple, sur des gens qui sont en Inde, au Canada. C'est une des avantages de ces réseaux sociaux-là. Et ça nous permet d'être dans des groupes qui partagent le même centre d'intérêt que nous. C'est une des avantages des réseaux sociaux. Donc, mais là, on voit plus l'aspect positif de la chose, où on voit qu'on est beaucoup plus proche de certaines communautés lointaines qui sont un peu plus loin de nous. Mais est-ce que c'est pas venu un peu affecter la relation qu'on avait avec les gens qui sont proches de nous? Vous pensez pas qu'il y a eu une petite différence? Oui, c'est une des choses négatives de ça. Parce que des fois, on a l'impression qu'on a une vie sociale sur Internet, alors que nous, on peut être très solitaire en ayant des milliers d'amis sur Internet. On peut rester dans une salle en famille. Tout le monde a sa smartphone et communique avec des gens très loin. Alors qu'à ce moment précis, on pouvait vivre le présent, discuter avec des gens qui sont proches de nous. Mais c'est le côté négatif de ces réseaux sociaux-là. Oui, je vois. Mais vous qui êtes dans la tech et qui avez été habitué à... Est-ce que vous pensez que les smartphones ou bien les réseaux sociaux règlent les problèmes pour lesquels ils ont été créés? Oui. Parce qu'aujourd'hui, on voit plein je ne sais pas comment expliquer, un peu de changements, des côtés néfastes. Mais est-ce que le but a été même atteint lui-même? Je dirais oui et non. Parce que déjà, chaque chose, que ce soit les réseaux sociaux ou autre chose, chaque nouveauté, on doit déjà s'adapter à ça, se former à l'utilisation de ça. Le défi pour moi, c'est la formation. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui utilisent les réseaux sociaux, les smartphones, et ne savent pas l'impact qu'ils sont en train de mettre. Aujourd'hui, derrière ton ordinateur ou ton téléphone, tu peux écrire du n'importe quoi. Et tu sais pas l'impact, tu sais pas qu'il y a des milliers de gens derrière qui sont impactés à travers ça. Je pense que oui, parce qu'aujourd'hui, tu peux être chez toi, commander et un Yango, par exemple, je suis désolé pour la publicité, et ils viennent chez toi, devant chez toi, tu descends, tu montes. Tu peux commander, ça c'est l'avantage de ces outils-là, c'est l'avantage des smartphones.
Mais non, parce que les gens aujourd'hui, il y a énormément de fausses informations. C'est parce que deux fois, il y a cet aspect réglementation et aspect formation. Les gens, deux fois, ne sont pas conscients de l'impact négatif qu'ils sont en train de faire. Oui, c'est tellement, c'est grave à quel point un outil qui est là pour faire du bien, à contrario, peut aussi vraiment faire du mal. Et malheureusement, on est obligé d'accepter que oui, les smartphones et les réseaux sociaux sont importants, mais il faut les accepter aussi avec les côtés négatifs. Et la deuxième question aussi porte sur quelles sont les implications éthiques? Parce que oui, là, on parle de collecte de données et tout ça. Quelles sont les implications éthiques par rapport à la collecte de données et la vie privée quand on utilise les réseaux sociaux, par exemple? Donc, à mon avis personnel, c'est un avis personnel. Aujourd'hui, tout le monde collecte nos données. Quand vous allez dans une entreprise pour faire des visites, ils prennent des informations sur vous. Sur Internet, c'est la même chose. Vous consultez un site Internet, vous allez sur les réseaux sociaux, vous avez des publicités. Par exemple, il y a des pixels qu'ils mettent dans leur publicité pour vous suivre. Maintenant, le défi, c'est quoi? C'est à quoi nos données sont utilisées, sur quoi? Je pense que le défi, c'est à ce niveau-là. Et pour ça, on a besoin déjà des règles que les gens, nos autorités fassent des réglementations strictes à ce niveau-là. Mais l'avantage avec ça aussi, parce que moi, je me dis, étant là, c'est le développeur qui parle. Aujourd'hui, en ayant vos informations, je peux personnaliser les services que je peux vous proposer. Je peux personnaliser ce que je vous propose en fait. Et si j'ai pas ces données-là, c'est très compliqué de personnaliser mon offre par rapport à vous. Ça, c'est côté avantage. Ça, c'est nous sommes gagnants. Et côté l'aspect négatif dans ça, c'est que on a tout le temps des publicités parce que les gens nous suivent, ils savent là où nous sommes. Il y a tout le temps ça, et à un moment donné, ça devient un harcèlement. Je pense que c'est le défi, ça sera à ce niveau-là. Comment réglementer ça? Est-ce que vous pensez qu'on va y arriver un jour? Parce que les gens ne se rendent vraiment pas compte, mais on partage des données chaque jour sur les réseaux. Oui, il y a la réglementation, mais est-ce que même si on met en place des réglementations, les gens vont toujours suivre? Parce qu'on a l'impression que c'est les gens eux-mêmes qui donnent leurs données. Mais est-ce que ce n'est pas un manque d'information, un manque de sensibilisation? Oui, ils ne savent pas. Bon, personnellement, moi, je dirais actuellement, nous sommes obligés. Tout à l'heure, je donnais l'exemple des structures de covoiturage ou des VTC qui sont là. Aujourd'hui, quand vous sortez chez vous, vous avez le choix. Vous pouvez aller à l'arrêt, prendre un taxi, un bus. Vous avez le choix aussi d'être chez vous, commander et qu'ils viennent vous prendre. Aujourd'hui, ces outils-là nous facilitent la vie. Et le défi de notre moment-là, c'est le temps. Tout le monde manque du temps. Donc, nous sommes presque obligés, quand vous commandez ces personnes-là, pour rentrer dans ces applications-là, vous mettez vos informations, vous mettez là où vous allez, ils savent là où vous quittez. Donc, nous sommes presque obligés. Là, c'est presque, je dirais pas impossible pour ne pas être pessimiste, mais le fait de donner nos données, ça devient primordial. Ça devient primordial pour faciliter nos vies. Maintenant, le défi, ce serait de réglementer sur l'utilisation de ces données-là, sur l'utilisation, comment ces gens-là vont utiliser nos données. Ok. C'est compliqué à accepter, mais c'est la réalité. C'est la réalité, on est obligé. On veut aller vers l'avancement, on veut aller vers le changement et on est obligé de sacrifier certaines choses. Je suis sûre qu'aux États-Unis ou bien en Chine, ça s'est dépassé depuis longtemps. Mais nous, en Afrique, bon, comme on a des valeurs et des principes et tout ça, on ne veut pas que nos informations soient partout. On a du mal à accepter. Mais accepter le numérique, c'est aussi accepter de donner ces informations, malheureusement. Bon, voilà. Aussi, il y a un phénomène qu'on remarque, un manque de concentration chez les jeunes aujourd'hui parce qu'ils sont focalisés sur les smartphones, la lumière bleue et tout ça, les réseaux. Et c'est la troisième question. Comment l'utilisation généralisée des smartphones a-t-elle modifié notre durée d'attention? C'est une question hyper importante. Aujourd'hui, c'est un des effets négatifs de l'utilisation des smartphones, des réseaux sociaux et ça nous rend très passifs. Aujourd'hui, quand vous êtes sur TikTok, aujourd'hui, c'est des contenus de moins d'une minute, vous scrollez, et l'effet négatif que ça vous donne, c'est que votre niveau de concentration diminue.
Au moment où des gens, avant nos aînés, nos parents, pouvaient se concentrer des heures et des heures, nous, aujourd'hui, se concentrer 30 minutes, c'est très compliqué pour nous. Donc, c'est le fait que tu as besoin d'une vidéo YouTube, tu as accès à ça, tu as besoin d'un Yango, c'est moins de 30 secondes, tu as besoin de choses, c'est du tic au tac, c'est l'effet que ça nous donne au niveau psychologique. Maintenant, côté avantage dans ça, c'est que le niveau de traitement de l'information, on traite l'information très rapidement. Donc, ça a des avantages, mais ça a des inconvénients. Et malheureusement, je pense que pour lutter contre ça, c'est de diminuer le temps qu'on met sur ces réseaux sociaux-là. Surtout au niveau de ces contenus, les contenus courts qu'on appelle des contenus courts. Aujourd'hui, c'est préférable de regarder un podcast, un film qui dure, qu'un contenu qui dure 30 secondes, 45 secondes, parce que ça a des effets très négatifs. Ok. J'arrive même pas à trop parler parce que moi-même, je suis victime. Je suis victime de ça, oui, et on va dire que c'est toute la jeunesse, c'est tout le monde. On a envie de scroller, on va sur les réseaux, on passe des heures et des heures. Il m'arrive, quand je ne fais rien, de passer presque 2 heures à scroller. Et tu ne te rends pas compte que c'est toute ta journée qui passe comme ça. Et effectivement, comme vous dites, on se retrouve devant un documentaire qui fait 1h30. Non, au bout de 30 minutes, on est épuisé, on ne se concentre plus. À l'école, c'est encore plus grave. Un cours de 2 heures, au bout de 15 minutes, les gens sont sur leur téléphone parce qu'ils n'arrivent pas à ne pas toucher le téléphone. Et là, on parle de drogue. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, les téléphones sont un petit peu, ou bien ont un peu l'effet de drogue sur nous. Ouais, c'est ça en fait. Je pense que j'avais lu un article qui disait que maintenant, ça fait partie l'effet que ça nous donne, ça fait partie des listes de maladies registrées quelque part à l'OMS. Je me rappelle plus exactement du contenu, mais c'est ça, hein, c'est ça. Nous sommes tous affectés. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas lire une vidéo sans accélérer la vidéo. J'apprends énormément. L'avantage avec ces réseaux sociaux-là, j'apprends énormément. Quand je veux apprendre quelque chose de nouveau, l'astuce que j'ai, quand je suis très débutant là-dessus, je vais sur TikTok, je fais des recherches là-dessus. Il y a des vidéos très courtes qui m'expliquent. Ça me donne une idée globale de ça. Après, je vais vers les livres ou des vidéos très longues sur YouTube. Je vois. OK. Quels sont les avantages et les inconvénients potentiels d'une société de plus en plus dépendante de l'intelligence artificielle, qui est aujourd'hui cruciale dans tout, que ce soit médias sociaux ou smartphones? Aujourd'hui, c'est des questions hyper intéressantes que vous avez. L'intelligence artificielle, je dirais, ça a beaucoup d'avantages. Aujourd'hui, un travail qui nous prenait 1 heure, 2 heures de temps, ça nous prend moins que ça. Je donne un exemple. À l'entreprise, deux fois, on est amené à faire des CR, des comptes rendus. Et c'est pas la chose la plus importante pour l'entreprise, mais c'est primordial de faire des CR. Moi, ce que je fais actuellement, au début, avant, j'écrivais. Maintenant, je prends des notes. J'ai un canal sur une des intelligences artificielles où j'ai répertorié, j'ai expliqué comment j'écris mes comptes rendus. Les notes but que j'ai, je partage directement. Il me fait le compte rendu. Après, je fais quelques retouches. Ça, en moins de 30 minutes, en moins de 10-20 minutes, j'ai fini le CR. Et dans le côté développement aussi, la même chose. Aujourd'hui, il y a ces fonctionnalités basiques qui a pas besoin que tu prennes énormément de temps là-dessus parce que c'est toujours la même chose. Tu utilises l'IA, elle te donne du code, mais tu vérifies en fait. Moi, je pense que le défi aussi, c'est à ce niveau-là. Parce qu'il y a des gens qui sont pas formés là-dessus. C'est une technologie qui est arrivée et tout le monde y est. Sont dans ça, mais sans apprendre comment l'utiliser, sans savoir sa place. Parce que moi, je me dis, aujourd'hui, si on prend dans l'entreprise, vous êtes là, vous venez en tant que stagiaire, vous faites tout, responsable, vous commencez à avoir plus de tâches, vous avez besoin d'une main forte pour vous aider. Et à un moment donné, vous cherchez un stagiaire. Et quand ce stagiaire-là produit quelque chose, vous vérifiez. Si c'est un livrable, avant de livrer, n'est-ce pas? L'intelligence artificielle, moi, je le prends comme ça. Pour moi, c'est un assistant ou une assistante qui est là, qui m'aide à produire plus vite, à être là où il y a de la valeur ajoutée. Parce que c'est pas dans tout ce qu'on fait qu'il y ait de la valeur ajoutée. Donc, l'intelligence artificielle, son avantage, ça nous permet d'aller plus vite et d'être dans les choses les plus importantes.
L'inconvénient avec ça aussi, je dis aussi, c'est comme les réseaux sociaux. Deux fois, il y a les biais. C'est pas adapté à nos réalités africaines. Et aussi, il y aura beaucoup de pertes d'emploi. Et d'ailleurs, ça a commencé. Tout à l'heure, je disais que j'ai récemment eu une information disant que Microsoft, ils ont licencié plus de 2000 personnes, dont 800 ou 40% de développeurs. Donc, il y a ça, mais il y aura aussi de nouvelles types de jobs qui vont venir dans l'avenir. Ok, incroyable. 2000 employés. J'arrive pas à croire. Et c'est bien, l'intelligence artificielle nous aide beaucoup, même sur les réseaux aujourd'hui. Il y a des trucs que tu n'es plus obligé de faire. L'IA qui est intégrée dedans te fait ça au calme, tranquillement. Donc oui, c'est avantageux. Mais quand on va dans le monde professionnel, effectivement, il y a des gens qui perdront beaucoup leur emploi, d'où l'adaptabilité, le fait de changer rapidement, d'apprendre autrement, parce qu'on est dans un monde qui évolue très rapidement. Donc, si tu ne sais pas te réinventer chaque jour, c'est que tu seras le dernier sur la liste, malheureusement. Ouais. D'ailleurs, j'ai oublié récemment, il n'y a même pas 2 semaines, je rentrais à la maison, je suis tombé sur... Je scrollais sur Facebook, je suis tombé sur une vidéo d'un père ivoirien qui cultivait je pense de l'anacarde. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait des pertes. Il n'arrivait pas à rentabiliser son champ. Il y avait des experts qui étaient venus lui expliquer comment rentabiliser. Il dépensait plus qu'il en gagnait. Ouais. À un moment donné, c'était une vidéo c'est une courte vidéo que je suis tombé juste sur cette partie-là où il expliquait ça, avant que l'expert donne des solutions. Je me suis dit, ouais, c'est bien ces outils IA-là, mais dans notre réalité, c'est quoi? C'est ces personnes-là, c'est la vendeuse qui est sur la route, qui vend des choses. Comment l'IA peut aider ces personnes-là? Et là, j'avais un problème qui était là. Je me suis dit, ok, j'ai pris mon téléphone, j'ai demandé à ChatGPT, je lui ai écrit la même chose que le problème qu'ils ont évoqué sur la vidéo. J'ai expliqué la même chose. Je lui ai dit, lui, c'est quelqu'un qui est au Côte d'Ivoire, donc, c'est quoi, quelle solution tu lui proposes? Il me liste des choses. Après, je recherche la vidéo entière. Je vois que l'expert, c'est comme s'il avait utilisé ChatGPT pour lui répondre. Je me suis dit, waouh, donc ça peut aider ces personnes-là. Ouais. Il faut juste que nous, qu'on s'adapte, que ce soit les gens de la tech ou hors tech, qu'on s'adapte à savoir comment utiliser ces choses-là. Parce que ça ne se limite pas juste à produire du contenu publié sur Internet. Ça peut nous aider. Effectivement. Merci beaucoup pour cet exemple qui est palpable, très réel. Alors, comment pouvons-nous garantir un accès équitable à la technologie? Aujourd'hui, on a parlé du mode d'utilisation qui est souvent un peu bancal avec nous les jeunes. Quel est le conseil que vous donnez? Comment on peut garantir un accès équitable avec la technologie aujourd'hui, que ce soit des smartphones ou les médias? Ça, je dirais, c'est à 3 niveaux. Le premier, ça va être l'accès aux outils, comme les ordinateurs, parce que la technologie, c'est quelque chose, on doit y accéder à travers des outils, comme les ordinateurs, les smartphones, les tablettes. Il faut rendre ça très accessible. Aujourd'hui, acheter un ordinateur, c'est pas pour tout le monde, c'est pas tout le monde qui ont accès à ça. Et un téléphone, aussi la même chose. Le deuxième niveau, c'est l'accès à la connexion Internet. Aujourd'hui, nous qui sommes à Dakar, nous pensons que tout le monde a accès à Internet, alors que c'est pas ça. Et récemment, d'ailleurs, si on globalise, on parle de l'Afrique en entier. Récemment, j'étais dans un pays pas très loin d'ici. Il y a l'accès à la connexion Internet, mais c'est pas aussi fluide qu'à Dakar, et c'est hyper cher. Et c'est hyper cher. Aujourd'hui, il y a des gens dans les régions qui n'ont pas accès à Internet. Et rendre ça moins cher aussi, parce que c'est très cher. Rendre ça moins cher, parce que ça c'est pas un luxe. Maintenant, c'est devenu une nécessité, en fait. C'est une nécessité. Donc, ça doit être très accessible. Le troisième niveau, ce sera la formation. Quelque chose que je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément d'initiatives prises qui sont faites dans ce sens-là, que ce soit public, parapublic et privé. Dans le privé, on a énormément de structures qui font des formations dans ça, dans les écoles de formation déjà, et dans les structures comme les structures, les Bakeli, si je peux me permettre à citer des noms.
les Simplon, Defarsi, les Kharala et autres. C'est des gens qui sont là, qui initient les Sénégalais dans ce domaine-là, à savoir bien utiliser ces outils-là. D'accord. Merci. Je vous en prie. Alors, quels sont les effets à long terme de la technologie numérique sur notre santé mentale et physique? Wow. Là, à ce niveau-là, je vais commencer par ce que nous savons tous. Déjà, ça abîme notre vision. Ouais. Ça, c'est une des choses que nous voyons aujourd'hui. La jeunesse, tout le monde a des lunettes. La deuxième chose, on a à force d'être devant nos ordi, s'asseoir, on a des problèmes de dos. Et l'autre chose aussi, côté mental, c'est le fait que, vous savez, aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, tout va bien. Tout le monde est manager, tout le monde est CEO. Si on ne fait pas très attention, on va penser qu'aujourd'hui, pour un jeune, on sait qu'au Sénégal, on dit qu'il y a entre 200 à 300 000 jeunes de nouveaux diplômés chaque année et presque 70 à 80 ne réussissent pas à trouver de l'emploi. Donc, ces personnes, quelqu'un qui est dans ce contexte-là, qui voit dans LinkedIn que tout le monde a un nouveau job, tout le monde est CEO de quelque part, de manager de quelque part, tu vas penser, si tu fais pas attention, tu vas penser que tout le monde réussit sur toi. Alors que c'est pas ça la réalité. Sur Instagram, tout va bien, tout le monde vit la meilleure chose. Donc, c'est des choses qui peuvent affecter côté mental si on fait pas très attention. Il y a des gens qui font des dépressions. Ouais. Et deux fois, si on voit des choses qui est pas censé être partagées sur Internet et qu'on tombe là-dessus. Moi, par exemple, il y a certaines images que je peux pas regarder. Deux fois, tu tombes sur ça, sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est des choses qui peuvent affecter côté santé mentale, en fait. Vraiment, moi, je parle à mes frères et sœurs jeunes. Faisons attention. L'utilisation des réseaux sociaux, c'est bien. Par exemple, il y a tellement de choses aujourd'hui. Il y a les gens qui font des dépressions, il y a des gens qui ne se sentent pas bien dans leur corps. Pourquoi? Parce qu'ils commencent à regarder des choses qu'ils n'ont pas. Et malheureusement, les algorithmes des réseaux, c'est qu'ils te proposent ce que tu aimes regarder. Il y a des personnes qui ne se sentent pas à l'aise dans leur corps. On va prendre l'exemple d'une fille fine qui aura tendance à regarder des photos, par exemple, de filles qui sont en forme. Mais c'est normal qu'elle se sente mal. Parce qu'elle est dans cette observation continue de ce qu'elle n'a pas. Mais qui peut être faux aussi, parce qu'aujourd'hui, les réseaux, c'est du fake et du fake et du fake. Il y a quelques personnes qui sont vraies, mais la majorité des personnes ne montrent jamais le côté négatif de leur vie, mais ils proposent le côté positif. Donc moi, je propose vraiment d'aller avec une vue d'ensemble. En mode, je viens, ce sont les réseaux, ok, tout est là, mais ce que je vois ne définit pas ma vie, ne change rien à ce que je suis. Parce que sinon, mentalement, ça devient complètement... Il y a des gens, moi je suis choquée, mais il y a des gens qui font des dépressions, réellement. Et ça, c'est le côté néfaste des réseaux. Et vraiment, je conseille toutes les jeunes personnes comme moi de faire une différence entre les réseaux, le monde virtuel et la réalité. D'investir beaucoup plus sur la réalité, de vivre des interactions. On revient sur la première question où on parlait de sentiments de communauté et d'appartenance. Gardez les contacts avec vos parents, les gens qui sont là autour de vous. De temps en temps, vous pouvez aller sur les réseaux, mais communiquer comme là on est en train de communiquer, c'est plus vivant, c'est plus humain. Ça, on repart vraiment au B.A.B. à la base, la création. Le virtuel, c'est bien, mais vraiment, faisons vraiment attention. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Je pense que vous avez presque tout dit. C'est l'essentiel. Il faut s'adapter et vivre nos réalités, en fait. Nos réalités, discuter. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, ces réseaux-là nous permettent de discuter avec nos proches, avec d'autres personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt que nous. Et savoir que les algorithmes, c'est normal, nous tous, on ne partage pas l'aspect négatif de nos vies, on partage ce que les gens veulent voir. Et les réseaux sociaux aussi, ils mettent ça en avant, en fait. Donc, il faut que les gens sachent que les réseaux sociaux sont là pour un objectif défini. Donc, à eux de comprendre ce qui les amène sur les réseaux sociaux et de prendre l'aspect positif de ces outils-là. C'est ce qui est important et c'est ce qu'on doit faire dans ces réseaux-là. C'est ça. Le thème, c'est civilisation numérique. On a la civilisation dans laquelle on vit. En ce moment, il y a des codes. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire, il y a des choses qu'on doit faire. C'est pareil aujourd'hui avec la civilisation numérique. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire, qu'il faut s'abstenir pour mieux vivre comme la civilisation dans laquelle on vit, qui est physique, là.
Donc vraiment, j'aimerais que cette émission-là attire l'attention de certaines personnes, que de la même manière, dans le réel dans lequel on vit, il y a des codes, il y a des lois, il y a des choses à respecter pour bien vivre. C'est la même chose aussi sur les réseaux, qui est le monde virtuel. Il y a des codes, il y a des choses qu'il ne faut pas faire si on veut bien vivre. Il y a des choses qu'il faut faire, il y a des choses qu'il faut limiter. Voilà. Donc, c'est tellement mélangé. Il y a tellement de choses à dire par rapport à cette thématique-là, mais bon, je pense qu'on va avancer. Alors, comment le monde numérique a-t-il modifié notre compréhension de la vérité et de la désinformation? Ça aussi, c'est très important. Ouais, c'est très important. Aujourd'hui, nous vivons dans un moment où tout le monde peut partager. Partager une information, c'est devenu hyper facile. Donc, avant, c'était pour avoir une information, il y avait toute une structure, il y avait des niveaux de validation. Aujourd'hui, tu as un téléphone, tu peux partager n'importe quoi. Aujourd'hui, tout le monde a accès à Internet et ces outils-là permettent à tout le monde, la personne qui ne devait pas s'exprimer, ces réseaux-là lui permettent de s'exprimer. C'est bien d'un côté, mais il y a ces personnes, c'est des personnes qui doivent pas s'exprimer sur les réseaux sociaux, ou je dirais même mieux, pour ne pas dire ne doit pas s'exprimer, doit être plus regardant dans ce qu'il partage. Aujourd'hui, tu vois, récemment, j'ai vu, je pense, une structure qui fait du fact-checking. C'est des structures qui vérifient les informations partagées. Il y avait un vendeur de coco qu'on avait une vidéo qui circulait, qui avait fait tomber ses produits. Il a mis ça dans de l'eau qui est très sale pour laver ça. Donc, on partageait. Et ça s'était passé dans un autre pays. C'était pas le Sénégal, mais beaucoup pensaient que c'était le Sénégal. Et il y avait eu beaucoup de lives sur TikTok qui parlaient de ça, et ça avait commencé les gens ont commencé à s'insulter sur les réseaux et stigmatiser une communauté. Quand j'ai vu cette vidéo-là, j'ai dit waouh. Donc, ça s'est passé dans un autre pays. Alors que les gens, peut-être la personne qui a partagé ça avait même pas l'intention il avait peut-être une autre intention, mais les gens ont pris ça d'un autre côté, et ça a commencé à amener des insultes, et ça pouvait même dégénérer en fait. Et on voit à chaque fois qu'on a des élections dans nos pays en Afrique, ou des événements, on a ce genre de choses, des choses qui ont passé dans d'autres pays, ou à des moments très anciens, on nous partage ça, on pense que c'est des choses qui sont actuelles. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, il faut que les gens se méfient énormément, et qu'ils sachent qu'aujourd'hui, tout le monde peut partager. Donc, il faut vérifier les informations, voire même cibler des canaux où on peut aller pour s'informer en fait, pour s'informer. Parce qu'aujourd'hui, un alpha qui a son téléphone, qui partage, peut-être j'ai pas l'intention, parce que peut-être je sais pas l'impact que je peux faire derrière. Donc, aux personnes qui sont destinées à ces informations-là, de savoir où trouver les bonnes informations, parce que on ne peut pas contrôler tout ça. C'est des milliards de personnes qui sont Internet. Donc, on ne peut pas contrôler tout ça. C'est à nous de savoir comment aller vers l'information. Oui. Et en parlant de ça, j'ai une petite anecdote sur moi-même, d'où le fait que en fait, tout le monde peut se lever un jour et parler de quelque chose. Il n'y a pas longtemps, j'avais regardé un film sur la dépigmentation. Et le film m'a tellement touchée. J'ai même pas fait de recherche sur la dépigmentation ou quoi. Je me suis référée à des petites connaissances que j'avais. Et j'ai pris mon téléphone, j'ai fait une vidéo sur TikTok où je voulais dire à mes sœurs d'arrêter de se dépigmenter de la peau et d'assumer complètement qui elles sont, leurs origines, leur peau. Et en fait, moi, quand je suis partie faire cette vidéo-là, c'était pas pour frustrer certaines. Vraiment, c'était dans toute la bienveillance possible pour attirer l'attention de mes sœurs et tout. Et voilà, j'ai posté la vidéo. J'ai fait un jour, j'étais ailleurs, je ne suis pas rentrée dans TikTok. Quand je reviens, je vois des commentaires et des commentaires et des commentaires. J'ai dit, mais attends, comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas... J'ai raté quel épisode? Et dedans, il y avait des filles effectivement qui se discutaient. Il y avait une qui était d'accord avec moi, et il y a l'autre où j'ai vraiment senti, comment dire, une frustration. Ça veut dire, je ne sais pas, j'ai regardé son compte, il n'y avait pas de vidéo d'elle, mais dans ses messages, on sentait de la frustration. C'est-à-dire comme si on est venu toucher un point sensible d'elle. Je ne l'ai pas... C'est vrai que dans ça, elle était un peu... Bon, voilà, elle n'était pas d'accord du tout avec moi. Je n'ai pas jugé, mais j'ai compris que on ne se lève pas un jour pour parler d'un sujet comme ça.
Il y a des gens qui se dépigmentent, c'est dû à plein de choses. Ça peut être dû à un traumatisme, ça peut être dû à quelque chose lambda. Mais tu ne peux pas te lever comme ça, et c'est ce qu'on voit tous les jours sur les réseaux, et venir juste balancer des trucs comme ça, sans d'abord, avant, prendre le temps de réfléchir, d'appréhender toutes les personnes qui vont regarder. Il n'y a pas que des personnes qui sont naturelles, il y a des personnes qui se dépigmentent la peau. Quel ton j'utilise? Comment dire pour ne pas qu'elles se sentent frustrées d'abord? Et ça, malheureusement, aujourd'hui, les gens ne sont plus dans ça. Ils viennent, ils prennent ce qu'ils savent et ils balancent. Et c'était une erreur que j'ai faite et j'en suis vraiment désolée. La prochaine fois, lorsque je vais parler d'un sujet, je vais vraiment essayer de parler dans tous les aspects possibles, toucher tous les coins pour vraiment que toutes les personnes qui regardent ne se sentent pas blessées à un niveau. Et peut-être c'est ce qu'il nous faut sur les réseaux aujourd'hui, essayer de limiter notre manière de parler, d'appréhender toutes les personnes qui vont regarder, est-ce qu'elles vont se sentir à l'aise et tout ça. Donc vraiment, ce point est tellement important. Alors, comment pouvons-nous concevoir des espaces numériques qui favorisent l'inclusion et l'empathie? Donc, pour ça, une autre question, une très belle question aussi. Pour ça, je pense qu'on doit revenir dans l'aspect vulgarisation et formation, parce que je pense que c'est vraiment bien les structures, les bâtiments, les outils, mais si on ne forme pas les gens sur le comment utiliser, ça va être du gaspillage. Donc, je pense qu'il y a cet aspect de former les gens et de cadrer. Parce que c'est vrai, il y a des gens qui sont pas conscients de ce qu'ils sont en train de faire, mais aussi il y a des gens mal intentionnés. Donc, il faut mettre un cadre très rigide sur certaines choses. Et je pense que le gouvernement actuel y est en train de faire des progrès là-dessus. On ne doit pas permettre à n'importe qui de faire n'importe quoi, parce que, comme vous avez dit tout à l'heure, vous avez une bonne intention, mais de l'autre côté, il y aura des gens qui n'ont pas cette intention-là. Donc, il faut déjà, si par exemple, on vous avez formé là-dessus, vous allez savoir comment prendre les choses et savoir que c'est dans cette vidéo-là, par exemple, on a des milliers de gens qui pourront accéder à cette vidéo-là. Donc, vous pourriez parler de ce sujet-là sur différents contextes. Voilà, mais il y a quelqu'un qui n'a pas cette intention-là. Lui, il veut blesser. Il a peut-être il a son intention. Maintenant, pour ces personnes-là, il faut un cadre. Je pense que c'est dans ça qu'on pourra créer cet écosystème-là qui nous permettra de cadrer et d'être bienveillant. Que n'importe qui ne dit pas n'importe quoi, ne fait pas n'importe quoi. Sur les réseaux sociaux aussi, il faut, ou les Internet, il faut qu'on s'adapte et adapter ça à comment nous on vit. C'est vrai, la mondialisation et tout, c'est avantages positifs ou négatifs de ça, mais il faut un cadre. Et si on va prendre juste le cas de la Chine, qui est vraiment, on parle de TikTok de la Chine, mais partout, c'est pas les mêmes contenus qui circulent dans le TikTok de la Chine. En fait, la Chine a ses réseaux sociaux pour le pays et c'est extraordinaire à quel point je suis sûre que c'est beaucoup plus éducatif qu'autre chose. Donc moi, je pense aussi, c'est comme vous l'avez dit, essayer de former des gens, mais aussi essayer de structurer ce qui arrive en Afrique parce qu'on a l'impression que c'est la poubelle. On vient tout jeter. Pendant que les autres utilisent de manière bien, nous ici, bon, il n'y a pas de structuration au niveau de nos réseaux. Et aussi, moi, je dirais aussi, c'est parce que, d'une autre côté, c'est parce que c'est pas nous qui faisons ces outils-là. Il faut que la Chine, c'est eux qui font leurs outils. Aujourd'hui, on parle je pense, de WeChat, on parle du TikTok chinois. Eux, ils le font. Il faut, je pense que, au-delà de cette cadre-là, il faut, en Afrique, on a tendance, d'ailleurs, dans la tech, on dit que, je pense, les États-Unis et la Chine créent. L'Europe, eux, ils font les réglementations. Nous, on consomme. Donc, je pense que de ce côté-là, il faut que l'Afrique, au lieu de se limiter à consommer, qu'on produise. Et je pense que la nouvelle génération est en train de produire énormément, que ce soit au Sénégal ici, au Bénin, Côte d'Ivoire, Guinée. Partout où tu vas, du moins, tu vois des réalisations faites par les jeunes. Maintenant, deux fois, nos États ne suivent pas. Deux fois, c'est ces personnes-là qui tuent les réalisations, ce que nous sommes en train de faire. Pour contrer ça, il faut que nous, déjà, qu'on puisse créer nos propres outils. Aujourd'hui, on parle par exemple, de Facebook. Facebook, c'est leur chiffre d'affaires, c'est plus que ça peut acheter le Sénégal, le Mali,
Côte d'Ivoire, Guinée en même temps. Ces personnes-là, tu peux pas les imposer certaines choses. Même l'Europe peine à les imposer certaines choses. Donc, je pense qu'il faut, il faut supporter, il faut encourager les jeunes à créer et les pousser, que ce soit côté financement, côté formation, les accompagner, oui, c'est le mot, les accompagner et ouais, les accompagner à faire des solutions adaptées à nos réalités. Aujourd'hui, un TikTok sénégalais, imaginez que Madame Felleri a créé un TikTok sénégalais. C'est plus simple pour l'État de cadrer ça que de cadrer un TikTok qui vient de la Chine. Effectivement. C'est vraiment un appel qu'on lance à tous les jeunes qui sont très bons dans le codage, qui sont très bons dans la conception, de créer et de proposer à l'État. Après, je pense que l'État n'attend que ça. Et aussi, c'est un appel aussi à l'État sénégalais, aux États africains, de soutenir les jeunes qui viennent avec des créations mais extraordinaires pour que l'Afrique sorte un peu du lot. On refuse d'être ceux qui reçoivent, mais on veut aussi avoir nos propres réseaux sociaux, nos propres applications. Ce serait vraiment bien. Ouais, donc, vraiment, on attend que ça. Donc, c'est vraiment un appel qu'on lance aux jeunes et au gouvernement de soutenir pour qu'on puisse un peu se différencier. Ouais, c'est ça, hein, c'est exactement ça. D'ailleurs, moi, j'ai connu un réseau social qui s'appelle Epona. Je ne sais pas si ça existe toujours. Commenter par audio, c'est Epona, c'est sur Epona que j'ai vu ça en premier avant que les autres viennent. Mais Epona aujourd'hui, je ne sais même pas si ça existe. Donc, c'est ce genre, on a des solutions aujourd'hui comme il y a, je pense, Socium, il y a Socium qui est dans l'aspect RH. Il y a énormément de solutions qui sont en train d'être mises en place. Et aux jeunes aussi de ne pas trop, parce que c'est vrai, hein, l'État, il crée le cadre. C'est ce qu'ils peuvent faire. Ils ne vont pas créer les solutions. C'est à nous de créer les solutions et savoir que l'entrepreneuriat, c'est la solution déjà au-delà de l'aspect contenu, qu'on ait des contenus adaptés à nos réalités, mais c'est la solution aussi pour lutter contre le chômage des jeunes parce que c'est un problème aussi qu'on a. Donc, j'encourage les jeunes à aller dans ce sens-là. On a parlé de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on peut créer des outils sans même être un expert dans ces domaines-là. Il faut juste penser à un problème, trouver une solution à ce problème-là. Et il y a des outils qui te permettent d'avoir au moins un MVP. Et essayer de tester et au fur et à mesure, ça va venir. Ne pas toujours aussi attendre l'État. Oui. Aujourd'hui, on veut atteindre le high level du numérique, mais il faut avouer qu'il y a des gens qui ne parlent pas français. Quand les applications d'ailleurs arrivent, soit c'est en anglais, soit c'est en français, ce serait beau d'avoir une application en Wolof. En langue par exemple, moi je suis originaire du Gabon, il y a tellement de langues là-bas, il y a des gens qui parlent que leur langue et qui ne sont pas sur les réseaux malheureusement. Donc si on veut aller loin, c'est vraiment d'adapter des choses à notre contexte, dans nos cultures et ce serait vraiment quelque chose de particulier et de beau. Alors on a assez parlé de civilisation numérique, de smartphones et des réseaux sociaux. On va se pencher vers notre invité pour savoir qui il est. Réellement, c'est vrai qu'on a fait une brève, on va dire quoi, présentation de vous, mais vraiment, qui est-ce que vous êtes? Comment vous avez fait pour arriver là au développement et tout ça? Quel a été votre parcours en quelque sorte? Pour peut-être inspirer ceux qui nous regardent. Bon, un parcours très modeste. Je dirais, même moi, je n'étais pas destiné à aller vers la tech. Mais c'est quelque chose que j'aimais depuis bas âge. Je me rappelle depuis l'âge de, disons, quand j'étais au primaire, moi, j'aimais l'informatique. Je me disais ce que j'allais faire. Peut-être, mes parents voulaient que je fasse autre chose, mais disons, je suis d'origine guinéen, guinéen, des parents un peu de Sénégalais, de Guinéens. Donc, je suis né au Sénégal, mais grandi un peu en Guinée jusqu'à l'âge de 13 ans. Quand on est venu ici, je suis sorti dans le monde des écoles franco-arabes. Donc, ces écoles-là au Sénégal, quand tu sors, tu es destiné à plus être dans enseigner l'arabe ou être dans les daras. C'est quelque chose de très bien, que j'aime d'ailleurs. C'est quelque chose de très bien. Mais moi, à la base, j'aimais l'informatique. Je suis allé vers multimédia et communication parce que ça se rapprochait plus. Je suis allé vers ça, j'ai fait 2 ans. Multimédia et communication, mais il y avait trop de routine dans ça et c'était pas ce que je voulais, mais ce qui m'a permis d'aller vers réseau télécommunication. Donc j'ai fait réseau télécommunication et
après, j'ai rencontré un obstacle que beaucoup de jeunes rencontrent actuellement, c'est que ce que nous apprenions à l'école, c'est un peu en déphasage de Avec ce ce que les qu'on fait, entreprises. oui, Ouais. sur le terrain. Donc, moi, je connaissais l'informatique parce que j'allais dans les cyber quand j'étais au lycée. L'argent qu'on me donnait pour aller à l'école, je gardais ça. Quand je rentrais à la maison, j'allais dans les cyber, je téléchargeais des tutoriels en programmation, j'apprenais. Donc, je connaissais un peu le domaine. Donc, en venant à l'école, pendant 3 ans, j'ai presque tout ce que j'avais appris avant le bac, c'est ce que je continue à apprendre. Je me suis dit, je vais arrêter. Après la licence, je vais arrêter pour intégrer le monde professionnel et apprendre. Et je suis allé à Edassi, qui est un pas loin d'ici. J'ai fait 2 mois. Pour des raisons personnelles, j'ai arrêté. Après, j'avais connu auparavant Defarsi à travers des événements que Daraiti avait organisés. J'avais discuté avec le Fab Lab Manager en ce moment-là. Et je l'ai contacté. Je l'ai contacté par hasard. Defarsi, c'était du hasard parce que je devais aller dans une structure étatique pour faire un stage. Et quand on est jeune informaticien, on te dit d'aller là-bas, c'est bien, mais deux fois, tu fais pas l'informatique en fait. Tu es là-bas à réparer des machines. Et moi, ma vision de l'informatique, c'était pas ça. Donc, j'ai dit à mes parents que j'avais déjà un stage, alors que j'avais pas de stage. Et je me suis rappelé de ce gars-là parce qu'il fallait trouver un stage. Donc, je l'ai contacté, il m'a proposé de venir, je suis venu. J'ai commencé, ils avaient 2 développeurs, ils m'ont demandé d'intégrer le département dev. J'étais venu pour faire de l'IoT. Donc, j'ai intégré le département dev en tant que stagiaire, puis développeur plein. Après, responsable lead technique, après responsable département. Après, co-responsable marketing. Vous avez évolué, quoi. Ouais. Puis actuellement, je suis manager depuis 2022. Je suis manager depuis 2022 de cette boîte-là. Donc, mon parcours, c'est ça. Et au-delà de ça aussi, je travaille avec des gens, ce qu'on appelle du freelance. Je travaille avec une structure qui s'appelle Ukhiri Digital, c'est une agence digitale, mais plus orientée IA, qui crée des chatbots et des solutions un peu IA. Extraordinaire. Un parcours vraiment inspirant où on se dit que tant qu'on aime quelque chose, même si on a pris une route qui peut ne pas donner à cette chose-là, avec la passion, on peut y arriver. Ça, c'est ce que je retiens de votre parcours. C'est-à-dire que vous avez commencé avec Franco-Arabe, une école franco-arabe qui ne donne pas forcément à l'informatique, mais il y a cette recherche-là. Peut-être je ne l'ai pas eu précédemment, mais je gratte, je cherche et je vais y arriver. Et ça, c'est inspirant parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes, d'étudiants même que je connais, qui n'ont pas fait un bac scientifique ou qui n'ont pas fait un bac technique et qui veulent faire de l'informatique et qui se retrouvent devant des tests, plusieurs tests, où partout où ils doivent aller, il y a des tests qu'on demande, mais ils n'ont pas forcément des prérequis pour pouvoir faire ces tests-là. Juste un message pour vous, faites comme Monsieur Alpha. Il a gratté, il a cherché et il a réussi. Je pense qu'on dit quand on veut, on peut. Oui. Et je pense que notre mentalité à Defarsi, c'est faire ce que nous pouvons avec ce que nous avons. Tant qu'on a cette mentalité-là, on peut faire tout ce qu'on veut. Incroyable. Merci beaucoup d'avoir partagé votre parcours qui est très inspirant, en tout cas selon moi. Est-ce que vous avez un dernier mot de fin pour la jeunesse, pour vos parents, Voilà, vous pouvez vraiment vous exprimer. Bon, je commencerai par remercier les personnes, toutes les personnes, parce que oui, on a parlé de Alpha, son parcours, mais il y a des personnes derrière. Il y a déjà ma mère qui m'a toujours soutenu, parce que même à des fois, c'était pas facile. Elle m'a toujours soutenu. Quand je suis là aujourd'hui, c'est grâce à une partie, c'est grâce à elle. Et les personnes qui l'ont soutenu à elle aussi, et à Defarsi, parce que aujourd'hui, si je suis à moins de disons 8-10 ans d'expérience et je suis manager d'une structure, c'est grâce à eux que j'ai appris beaucoup d'eux. C'est une association de plus de 150 ingénieurs, doctorants dans des domaines différents qui m'ont permis d'évoluer plus rapidement parce que peut-être je ne m'attendais pas à être là à ce moment-là. C'est ces personnes-là, j'apprends énormément de ces personnes-là. Aussi, ce que je dirais aux jeunes, aujourd'hui, si vous voulez quelque chose, trouvez les moyens pour atteindre vos objectifs. Personne ne vous doit rien. C'est tout ce que j'ai à dire aux jeunes. C'est aujourd'hui, la technologie nous facilite tellement les choses. On veut apprendre. D'ailleurs, je vais donner un exemple de mon petit frère.
Moi, TikTok, je suis allé sur TikTok grâce à lui. Je le voyais sur TikTok. Je lui disais, ça, c'est un truc de femme. Donc, étant l'aîné de la famille, deux fois, tu as cette truc de te dire que tu dois protéger tout le monde. Je suis intégré, j'ai intégré TikTok grâce à lui pour voir ce qui est dedans. Et aujourd'hui, je le vois, c'est quelqu'un que je le vois souvent sur ChatGPT. Et récemment, cette semaine, je le voyais sur ChatGPT. Je me demandais, lui, est-ce qu'il est en train de tricher? Qu'est-ce qu'il fait en fait? J'ai vu que le petit ce qu'il fait, peut-être s'il n'a pas compris ce qu'on lui a donné à l'école, il donne ça à ChatGPT. ChatGPT l'explique comment faire. Et en fait, aujourd'hui, la technologie nous facilite énormément de choses. Si on est stagné à un niveau, ne vous dites pas c'est telle personne, c'est telle autre personne. Vous êtes principal responsable de ça. Donc, quand on veut, on peut. Oui. Merci beaucoup, monsieur Alpha Ibrahima Sow, pour ce beau mot de fin. Quand on veut, on peut. Et ça s'applique à tout le monde. Mesdames et messieurs, on vient vraiment au terme de l'émission. Je rappelle que notre thématique, c'était civilisation numérique, médias sociaux et smartphone. Et je recevais monsieur Alpha Ibrahima Sow. Merci beaucoup, monsieur, pour cette belle émission où on apprend beaucoup. Merci à vous vraiment, aussi. Vous avez tellement de choses à partager. Merci à vous aussi. Alors, je rappelle qu'on était sur la télé-école, la chaîne 100% éducative sur le plateau de Science Tech. Restez avec nous. On se voit la prochaine fois. Un nouvel invité, une nouvelle thématique. Merci. 225 sur le bouquet Canal+. À la prochaine.